Et si, puisque le Festival de Berlin, la Berlinale, bat son plein, nous parlions de Berlin au cinéma? Berlin sous les bombes, Berlin en ruine, Berlin divisé, Berlin réunifié, bref, Berlin, ville d'histoire, qui a fasciné nombre de cinéastes, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors commençons par remonter le temps, jusqu'aux années 20, avec Berlin, symphonie d'une grande ville, de Walter Ruttmann, célèbre documentaire qui décrit le Berlin entre deux guerres, une mégalopole bondée, suractive, une ville qui s'industrialise, mais aussi une ville à la dette impossible, avec inflation, chômage et pauvreté, un Berlin années 20 sur laquelle revient également Ingmar Bergman dans L'œuf du serpent, décrivant là aussi une ville où règne la pauvreté, la maladie, mais aussi le crime et les milices secrètes. Une vision inquiète que Bergman synthétise en ouverture en une image ralentie au silence assourdissant. On retrouve la même vision anxiogène dans le Berlin Alexanderplatz de Rainer Fassbinder, d'après le roman d'Alfred Döblin, avec son personnage sortant de prison qui s'apprête à découvrir une ville gangrénée par la pègre, à laquelle il ne pourra pas échapper. Bref, au carrefour des années 30, Berlin est une ville malade, et l'ombre du mal, le parti national-socialiste d'Hitler, s'apprête à prendre le pouvoir, ce que prophétise Fritz Lang dans M le maudit, Du hast aber einen schönen Ball. Ou ce que résume rétrospectivement Bob Fosse dans Cabaret, en un reflet du public anxiogène sans équivoque. Et ensuite, eh bien, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, vient un cinéma de propagande qu'a notamment symbolisé Leni Riefenstahl, notamment dans Les Dieux du Stade, où elle filme les Jeux Olympiques de Berlin de 1936 et où elle magnifie les athlètes en de célèbres ralentis. Et puis au carrefour des années 40, la guerre, au front dans les tranchées pour les soldats, et en parallèle pour les élites à Berlin comme dans Lili Marlène de Fassbinder, toujours la grandiloquence et la propagande, avant que Berlin ne croule sous les bombes, comme dans Le temps d'aimer et Le temps de mourir, de Douglas Sirk. Un Berlin en guerre qui a quand même eu ses héros, comme Otto et Elise Ampel, couple résistant que décrit Vincent Pérez dans Seul dans Berlin, avec des cartes postales contre le régime nazi déposées ici, ou là, déposées ici, ou là. Sinon, autre symbole de la résistance, le colonel von Stauffenberg, incarné par Tom Cruise dans Valkyrie, fomentant un attentat finalement manqué contre Hitler dans l'espoir de renverser le Troisième Reich. Et puis, la fin de la guerre, que montre Oliver Hirschbiegel dans La Chute, Berlin à l'agonie au dehors, et Hitler et son état-major à l'agonie dans son bunker, reclus pour peu de temps encore. Et après? Eh bien, Berlin devient une ville à reconstruire qui va intéresser de nombreux cinéastes, par exemple Billy Wilder, qui montre en 1949, dans La Scandaleuse de Berlin, une ville en ruine survolée en avion, ou Carol Reed, qui montre dans L'Homme de Berlin, une ville en ruine parcourue cette fois en voiture. Bref, une ville traumatisée, à l'identité désormais trouble, ce que synthétise Christian Petzold dans Phoenix, en un plan tout à fait explicite. Et tandis que les militaires allemands, notamment menés par Jack Palance dans Tout près de Satan, déminent Berlin, les habitants, comme le jeune Edmund dans Allemagne année zéro de Roberto Rossellini, tentent de recréer un semblant de vie. Et puis, le commerce qui reprend, un commerce parallèle, comme le décrit sobrement Marlène Dietrich dans le déjà cité La Scandaleuse de Berlin. Black Market. Sneak around the corner, Budapester Straße. Ou un commerce officiel et aux yeux de tous dans 1, 2, 3 de Billy Wilder encore lui. Bref, un Berlin qui concentre tous les regards, tous les enjeux et toutes les nationalités, comme le montre Jacques Tourneur en ouverture de Berlin Express. Compartment B, Lucienne Mirbeau, birthplace Lyon, France, occupation secretary. Compartment C, Herr Otto Franzen, birthplace Frankfurt, Germany, once a German industrialist, now a dealer in scrap iron. Mais encore,
Eh bien Berlin, symbole de la guerre froide et des tensions entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, avec une ville scindée en deux, avec le mur de Berlin, érigé en août 1961, comme le montre Steven Spielberg dans Le Pont des Espions. Une ville dès lors coupée en deux, avec deux rythmes de vie bien distincts, ce que montre de façon plutôt appuyée Guy Hamilton dans Mes funérailles à Berlin. Du coup, Berlin se transforme dans les années 60 en nid d'espions, avec ses passages obligés, filatures, fouilles discrètes, ou fouilles un peu moins discrètes, Oh no! et rendez-vous secrets dans des décors en ruine, avec un enjeu, toujours le même, passer le mur, par exemple sous la forme d'échanges tendus au fameux Checkpoint Charlie, comme le montre Confession d'un homme dangereux, ou sous une forme plus dangereuse encore, pour Richard Burton et Claire Bloom dans L'espion qui venait du froid, et on est sympa, on va s'arrêter là. Bref, un mur de Berlin qui concentre toutes les tensions et déteint sur le quotidien de personnages en crise, comme le couple Isabelle Adjani-Sam Neill dans Le Possession de Zulawski. Les tensions à Berlin-Ouest, mais aussi à Berlin-Est, avec, comme le montre La vie des autres, l'omniprésence de la Stasi, police d'État qui surveille tout le monde et tout le temps, une Stasi qui oblige les esprits rebelles, comme la Barbara de Barbara, à quitter Berlin sans pour autant ne plus être surveillée. Et cela dit, même une fois passé à l'Ouest, la surveillance et la suspicion sont toujours là, en tous les cas pour Jordi Striebel, dans De l'autre côté du mur. Warum sind Sie ausgereist, Frau Senf? Das sind ganz private Gründe. Et ensuite, eh bien, la chute du mur, en novembre 1989, sur laquelle revient en archive Wolfgang Becker dans Goodbye Lénine, avec une vie transformée pour les Berlinois de l'Est, en direct pour Daniel Brühl, ou en différé pour Catherine Sass, sa mère. Alors Berlin se réunifie et va désormais vivre à 100 à l'heure, comme pour rattraper le temps, ou comme si le temps était compté. Sentiment de vie, d'ébullition, d'urgence, par exemple pour le DJ Icarus dans Berlin Calling. Sentiment d'urgence aussi pour Tom Schilling dans Oh Boy 24 heures dans Berlin, qui passe une journée agitée dans une ville qui visiblement ne dort jamais. Même sentiment d'urgence pour Franca Potente, bien sûr, dans Cours la cour, qui traverse Berlin en courant contre la montre. Enfin, il y a l'impressionnant Victoria de Sebastian Schipper, film composé d'un plan séquence unique, qui commence au milieu de la nuit, au sortir d'un club, dans une ambiance plutôt joyeuse, avant de se terminer 2 heures plus tard, à l'aube, dans une ambiance nettement plus tendue. Mais heureusement, certains, comme les personnages de L'étrangère de Féo à la dague, parviennent à contester la frénésie de la ville, prenant les chemins de traverse, volant du temps au temps, en tous les cas suffisamment pour s'aimer. Was soll es mir jetzt hier zeigen? Das hier. Diesen Moment. Bref, tout le monde, un jour ou l'autre, se rend à Berlin, même Tom Cruise à fond les ballons dans Mission Impossible 3, même Matt Damon à fond les ballons aussi dans La mort dans la peau, même Liam Neeson à fond les ballons encore dans Sans identité, et enfin même Jean-Paul Belmondo à fond les ballons toujours dans L'As des As. Et tout ceci nous a donné, plus que jamais, des envies de classement. C'est donc parti, bourre-pif, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes berlinoises de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, revenons aux années 30 et à ce cinéma allemand qui a parfois commenté en direct l'avènement du nazisme, et notamment Le Testament du Docteur Mabuse, que Fritz Lang réalise en 1933. Avec le Docteur Mabuse, génie du crime, incarnation du mal, qui hante Berlin et contrôle les esprits influençables, une métaphore à peine voilée qui vaudra évidemment au film de Fritz Lang d'être interdit par le régime nazi. Die Seele der Menschen
muss in ihren tiefsten Tiefen verängstigt werden durch unerforschliche und scheinbar sinnlose Verbrechen. Verbrechen, die niemandem Nutzen bringen, die nur den einen Sinn haben, Angst und Schrecken zu verbreiten. Denn der letzte Sinn des Verbrechens ist, eine unbeschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzurichten. Ein Zustand vollkommener Unsicherheit und Anarchie, aufgebaut auf den zerstörenden Idealen einer Welt, die zum Untergang verurteilt ist. Wenn die Menschen vom Terror des Verbrechens beherrscht, von Grauen und Entsetzen toll geworden sind, wenn das Chaos zum obersten Gesetz erhoben, dann ist die Stunde der Herrschaft des Verbrechens da. Notre numéro 4 concerne Alfred Hitchcock. Dans Vertigo, le maître du suspense filmait une célèbre scène de musée. Dans L'homme qui en savait trop, il filmait également une célèbre scène de paranoïa liée à des bruits de pas. Et bien en 1966, dans son film d'espionnage Le Rideau déchiré, Alfred Hitchcock mixe les deux scènes pour une poursuite très graphique et très sonore dans un musée de Berlin-Est. Notre numéro 3, Oh Boy de Jan Ole Gerster, un film pressé, comme nous l'avons vu, où Berlin se montre sous son jour le plus animé, mais une ville tout de même qui se repose, en parallèle de son personnage principal coincé à l'hôpital, dans une série de plans très l'éclipse d'Antonioni, hanté par la grande histoire.
Notre numéro 2, beaucoup d'artistes ont chanté à Berlin, comme Marlène Dietrich bien sûr, dans La Scandaleuse de Berlin, ou comme David Bowie, bien sûr aussi, dans Moi, Christian F. D'autres ont chanté Berlin, comme John Cameron Mitchell dans Hedwig. Et puis il y a Lou Reed, qui a à la fois chanté à Berlin dans Si loin si proche de Wim Wenders, et qui a chanté Berlin, notamment dans ce concert filmé par Julian Schnabel à Brooklyn pour l'éternité. In Berlin, by the wall, you were 5'10" tall. It was very nice. Candlelight and Duvernay on ice. We were in a small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice. Oh, honey, it was paradise. Pas facile de passer après Lou Reed, alors convoquons le classique des classiques, Les ailes du désir de Wim Wenders, avec un Berlin que les anges traversent à pied, en voiture, en bus ou en métro, tout en croisant la trapéziste Solveig de Martin et le chanteur Nick Cave et ses Bad Seeds. Et puis des lieux, l'église du souvenir, la colonne de la victoire, la place Potsdamer transformée en No Man's Land, et puis le mur de Berlin, bien sûr, et enfin, en point d'orgue, la visite hantée à la bibliothèque d'État de Berlin, dont on ne se remettra jamais, et tant mieux.
verschieden, selbst daheim. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer.